Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Élodie Broutin, qui est la directrice de l'association Cassandra, avec laquelle nous sommes partenaires, qui va nous parler des missions de son association et aussi des cancers pédiatriques de manière générale. Alors, nous avons créé l'association Cassandra des suites de la maladie de notre fille. Donc Cassandra a été diagnostiquée en septembre 2015 d'une leucémie, elle avait 2 mois. Et nous avons créé l'association le 4 octobre 2015 pour vraiment aider tous les enfants. L'association on a vraiment 3 missions. Le premier pôle, c'est la recherche. Donc on finance les chercheurs pour qu'ils trouvent des traitements afin d'améliorer et de mieux soigner les enfants atteints d'un cancer. On a aussi une partie donc d'aide aux familles, aux hôpitaux et aux associations. Donc, c'est-à-dire que en aidant les parents à régler une facture, parce que bien souvent, des parents s'arrêtent de travailler. Ça peut être aussi participer à l'achat d'un fauteuil roulant, d'une perruque, et aussi malheureusement en financement des obsèques. Ça peut être aussi aider d'autres associations ou aider les hôpitaux en achetant du matériel. Ça peut être des consoles de jeux, ça peut être aussi par exemple un laser pour traiter les mucites. Ça peut être installer un dispositif dans les appareils pour faire les rayons qui s'appelle KitCam. Et ça aussi, on a une grosse partie sur les dons de vie où on sensibilise le public aux dons de vie, donc le don de sang, le don de plaquettes, de plasma et le don de moelle osseuse. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de familles vous aidez? Ou est-ce que vous pouvez le quantifier ou... Non, on ne peut pas le quantifier. Il faut savoir que c'est très compliqué d'aller demander de l'aide. Bien souvent, les parents, on est un petit peu dans ce déni d'avoir du mal à aller demander de l'aide. Il y a des années où on peut aider 10 familles, d'autres bien plus, ou des années où on va en aider que 2. Tout dépend vraiment les parents, en fait, s'ils ont envie de rentrer dans cette démarche-là ou pas. Et donc, c'est bien sûr les familles qui viennent vers vous? Alors, soit c'est les familles qui viennent vers nous, soit ça peut être les assistantes sociales des structures qui peuvent donner le nom de l'association Cassandra pour que les parents nous contactent. Soit ça peut être aussi nos bénévoles qui parfois croisent des personnes et qui leur expliquent les missions de l'association et du coup, ils nous contactent derrière. Mais on propose, mais voilà, il faut vraiment, souvent c'est ce que je dis aux bénévoles, il faut faire très attention, il ne faut pas imposer à ces parents-là quelque chose, il faut vraiment que la démarche après fasse le chemin et qu'ils arrivent jusqu'à nous ensuite derrière. Et du coup, on leur fait remplir un dossier pour voir un petit peu comment on peut les aider et à quelle hauteur. Ça marche. Et du coup, au niveau des financements, est-ce que vous avez des aides de l'État ou est-ce que l'État est très désengagé par rapport aux associations? Alors, on a parfois des aides de certaines mairies. On a des subventions. C'est des petites subventions. Voilà, les dons viennent de particuliers à 99%. Ok, je vois. Est-ce que vous avez combien de personnes qui travaillent pour Cassandra? Est-ce que vous avez des salariés? Comment l'association est organisée? Alors, l'association, donc, elle est composée d'un bureau et d'un conseil d'administration. Donc, dans le bureau, il y a un président, il y a la trésorière, il y a une trésorière adjointe et il y a une secrétaire. Et dans le conseil d'administration, on est 12 personnes. On a une salariée, qui est moi, en tant que déléguée générale de l'association. Donc, je vais gérer toutes nos antennes. On intervient sur tout le territoire français. On a la chance d'avoir des antennes pratiquement dans tous les départements. Du coup, voilà, j'aide nos bénévoles à se mobiliser pour trouver des actions. La situation actuelle nous contraint à rester chez nous et à mettre toutes les belles actions un petit peu à l'arrêt. Voilà, et puis c'est aussi aller démarcher des entreprises pour essayer de trouver des dons, c'est intervenir dans des écoles pour sensibiliser aussi les jeunes aux dons de vie. Voilà, Vous parliez un petit peu de la situation actuelle pardon, qui est un peu compliquée. Vous pouvez continuer à aider les familles ou tout est mis entre parenthèses? Alors non, on continue à les aider malgré la situation. C'est pas parce qu'on peut pas faire d'action qu'on est coincé.
Et au contraire, il faut d'autant plus les aider dans cette situation. Les visites sont limitées, les enfants n'ont plus d'activité à l'hôpital aussi. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc on essaye de trouver d'autres moyens de les aider en participant, en se regroupant aussi entre associations pour leur apporter des choses en plus. Ça peut être des tablettes, ça peut être des box d'activités, ça peut être les aider en finançant un robot de téléprésence. C'est un robot qui en fait, qu'on met chez la famille du patient et le patient dirige le robot de sa chambre d'hôpital. Donc voilà, ça lui permet de garder ce lien social avec sa famille et ce qui est très important. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce robot. Pour un peu, on parle beaucoup de ces robots, mais quel est le coût d'un robot comme ça pour une famille? Puisque je pense que c'est un coût assez important, donc ça demande beaucoup de financement. Alors, les robots n'appartiennent pas après aux patients, ils appartiennent soit à l'hôpital, soit à l'association qui a financé. Le robot en lui-même, il faut compter 5 000 €. Après, se rajoute l'ordinateur pour le diriger, une connexion Internet, un forfait. Enfin, voilà, il faut compter 10 000 € pour un robot. Ok. Oui, donc c'est énorme. Et alors, dans tout votre budget, c'est quoi le poste, le plus grand poste de dépense, entre guillemets, là où vraiment vous avez besoin de plus de financement? La recherche. La recherche, c'est notre principal pôle de dépense parce qu'on est très en retard et qu'il faut, il faut pouvoir traiter mieux les enfants, mieux les soigner et avec le moins de séquelles possible après derrière. Cassandra, par exemple, a été traitée avec un protocole des années 90 en 2015. On ne peut pas traiter les enfants avec des protocoles adultes. Un organisme d'enfant est différent de celui de l'adulte. Ok. Et alors, du coup, concrètement, la recherche, vous faites des dons à des laboratoires, à des hôpitaux, à des centres de recherche? Ça se passe comment? On fait chaque année, sauf cette année pour l'instant, on fait un appel pour les projets de recherche. Donc, c'est-à-dire que les chercheurs nous contactent, nous envoient leurs projets de recherche. On a un petit conseil scientifique qui note ces projets. Et après, donc, le bureau se réunit avec le conseil d'administration maintenant aussi pour voir quel projet on va financer. Voilà, c'est vraiment, on regarde au vu de ce que les autres chercheurs peuvent nous apporter comme connaissance, de ce que l'association aussi a envie de soutenir. C'est vrai que Cassandra a eu une leucémie, mais on ne finance pas que des projets de recherche contre la leucémie. Voilà, on est vraiment sur, ça peut être le cancer du foie, des os, les tumeurs cérébrales, voilà, c'est très large. Quels sont les vrais prochains challenges un peu de Cassandra? Est-ce que vous comptez aller sur de nouveaux services ou pour les enfants? Est-ce que vous comptez apporter est-ce que vous avez des nouvelles pistes de réflexion pour pouvoir soutenir les familles aussi? Il y a aussi la question la question de l'hébergement aussi, les questions des robots que vous disiez. Est-ce que vous aviez des nouvelles pistes aussi que vous vouliez approfondir pour l'association? Alors, la période actuelle nous bloque vraiment en fait pour se rendre dans les structures. Enfin, voilà, on ne peut pas se permettre d'apporter pas que la Covid au sein du service, mais n'importe quel virus au sein de la structure. Là, on est sur un projet de financer 2 autres robots pour une structure. Donc, on espère réussir parce que apporter 2 robots supplémentaires, c'est aider 2 familles plus en même temps pour garder ce lien, d'autant plus en ce moment. Ça va être les fêtes de fin d'année aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on a besoin de préserver ce lien social pour les patients, pour les aider à garder un petit peu leur vie au sein de leur foyer. Partager des moments, même si c'est à travers un écran, mais voilà, ils sont là pour le voir à l'instant T, quoi. Pas que ça soit raconté derrière par un appel. On a du coup beaucoup de projets qui sont en arrêt. On a financé des ateliers culinaires pour un hôpital parisien. Malheureusement, avec tout ce qui se passe pour l'instant, ils n'ont pas pu commencer. Mais voilà, ces ateliers culinaires avaient pour but de rapporter du plaisir aux patients,
à la fois en faisant une activité en dehors de l'hôpital, mais aussi en retrouvant des saveurs, le goût, parce que la chimio altère beaucoup voilà, tous les sens, et leur apporter un petit peu ce confort-là. Dans les ateliers, il y avait des ateliers ou des séances où il n'y avait pas que les patients, et d'autres où ils pouvaient venir avec un membre de leur famille. Et c'est ce qui nous a plu dans ce projet, c'était de se dire, à un moment donné, on peut réunir un patient et un membre de sa famille pour une belle activité. Donc on essaye petit à petit de voir, mais la situation actuelle, c'est vrai qu'empêche toutes ces belles activités pour changer un petit peu le quotidien des enfants. Moi, j'avais une petite question aussi sur, là par exemple, donc cette vidéo, elle va être diffusée à beaucoup, enfin, sur les réseaux sociaux, et on a quand même un public qui est plutôt des étudiants. Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer à ces étudiants, s'ils peuvent devenir bénévoles, s'il y en a qui sont intéressés pour devenir bénévoles, ou un message particulier à leur faire passer? Déjà, premier message, c'est prenez soin de vous avec cette période actuelle, et pour ceux qui le peuvent, allez donner votre sang. Votre sang, vos plaquettes si vous pouvez, votre plasma, vous inscrire sur les fichiers des donneurs moelle osseuse. Merci beaucoup. Off. Ouais, non, mais j'essaie de réfléchir à une dernière question. En fait, vous avez répondu parce que c'était sur les dons de vie, mais et vous avez expliqué que c'était important par rapport au nombre de cas qui existaient. Le FS a toujours besoin de poches, de nouveaux donneurs. Vous êtes notre future génération. C'est vous, en fait, qui allez changer les choses. Voilà, on n'est pas assez sensibilisé, et je pense que le message, il doit passer par vous, en fait. Est-ce que ça fait mal, un don de moelle osseuse? Parce qu'il me semble que c'est vraiment le premier... Alors, le don de moelle osseuse, comment ça se passe? En fait, déjà, on s'inscrit. On s'inscrit pour être donneur. Donc, comment on s'inscrit? Il y a un rendez-vous avec un médecin et on fait une prise de sang pour connaître votre typage HLA. Le typage HLA, c'est en fait, on connaît tous notre groupe sanguin, mais c'est le groupe sanguin des globules blancs. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous êtes inscrit en tant que donneur. On vous prélève la moelle que si vous êtes compatible avec quelqu'un. Donc, vous pouvez être inscrit et n'être jamais appelé. Mais plus on est inscrit, plus il y a de chances de trouver un donneur. Le don, il y a deux manières d'être prélevé quand on est appelé et qu'on est compatible avec un receveur. Soit on donne par afférèse, donc c'est-à-dire comme un don de sang par les veines, soit on prélève dans les os du bassin. Ce mode de prélèvement, c'est le médecin greffeur qui le choisit en fonction du malade. Si on est prélevé en ponction comme si on faisait un myélogramme, c'est anesthésie générale. Donc on anesthésie, on ne sent pas, on se réveille avec une douleur de petite piqûre. Il y a un donneur, une fois, qui a fait un témoignage en disant qu'il avait l'impression d'avoir une piqûre de guêpe. Et c'est tout. Mais il était tellement heureux d'avoir donné que, en fait, cette douleur-là, il l'a très vite oubliée. Parce que combien il y a de donneurs actuellement en France pour de donneurs de moelle osseuse d'inscrits, on doit arriver. On était à 380 000 l'an passé. Donc là, on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais c'est très peu. Sachant qu'on a une chance sur 1 million d'être combating, c'est très peu. En Allemagne, ils sont beaucoup plus nombreux. On parle en millions en Allemagne d'inscrits. Il faut savoir que la plupart des donneurs viennent soit d'Allemagne, soit d'Amérique. Est-ce qu'ils sont combien en Allemagne? C'est un peu pour avoir un ordre de grandeur. 5 millions. Oh. Ouais. Mais c'est pas les mêmes processus, mais c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez en France. Il faut pas. Le souci, c'est que beaucoup de gens ont peur du mot moelle, parce qu'en France, nous avons la moelle osseuse, donc c'est ce qui est prélevé pour faire un moelle osseuse. Nous avons aussi la moelle épinière. Et les gens souvent confondent avec la moelle épinière. La moelle épinière, on n'y touche pas, c'est dans la colonne vertébrale.
Voilà, ça n'a rien à voir avec le don de moelle osseuse. Il faut savoir que l'Agence de biomédecine et le FS, ils protègent le donneur. Donc on ne met pas en danger un donneur. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ce mot moelle qui est associé à deux autres mots, mais voilà, on parle bien de moelle osseuse dans les os, qui est complètement différent de la moelle épinière qu'on ne touche pas. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'en France, on a un grand déficit aujourd'hui de sensibilisation sur les dons de vie. On parle beaucoup de dons du sang, on a beaucoup de campagnes sur ça, mais c'est vrai que le don de moelle osseuse est quand même un peu sous-représenté aujourd'hui dans les sensibilisations en France. Et comme vous l'avez dit, le nombre de donneurs est quand même très faible par rapport à la compatibilité qui est entre donneur et receveur. C'est ça. Mais même le don de sang, au final, on en parle, mais très peu de personnes vont donner. Mm. On est tous pris dans notre train-train quotidien, hein, ça s'entend, hein, mais c'est vrai que le FS fait beaucoup de choses pour justement les donneurs. Ils se rapprochent de plus en plus dans les villages pour faire des collectes. Il y a les maisons du don. À l'heure d'aujourd'hui, il faut prendre certes un rendez-vous pour aller donner, mais voilà, c'est encore une fois, c'est pour protéger le donneur. C'est pour pas qu'on soit trop nombreux en même temps, et du coup, ça permet, voilà, on sait que on a rendez-vous à 10h, on va donner son sang, on en a pour une demi-heure, et voilà, et au final, qu'est-ce que c'est qu'une demi-heure, qu'est-ce que c'est qu'une heure de sa journée pour sauver une vie? C'est ça. Pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est facile et on peut sauver des vies, quoi. Alors, je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir donner, qu'il y a des critères, mais ces critères, ils sont vraiment là pour prendre soin du donneur. Ok. Bon, c'était des bonnes infos à prendre et j'espère que tous ceux qui regarderont cette vidéo sauront après en faire des choix, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Est-ce que je pense qu'on peut conclure? Je ne sais pas si Victoire ou Maxime, vous êtes OK avec ça. Du coup, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour cette demi-heure de votre journée que vous nous avez consacrée. C'est très important pour nous. Et du coup, voilà, on va diffuser cette vidéo sur Instagram et sur Facebook. Notre page, elle s'appelle Les Rubans d'Or. Donc, si vous voulez après aller suivre, n'hésitez pas. Et voilà, encore merci et on vous tient au courant des suites de nos actions. Oui, j'espère que vous pourrez avancer sur votre beau projet et puis qu'on pourra se rencontrer en physique plus tard. Mais voilà, s'il y a déjà un gros message à faire passer à tout le monde, c'est aller donner votre sang même pendant ce confinement. Parce que les femmes ont besoin. C'est une sortie pour sauver des vies et quitte à faire une sortie autant qu'elle soit utile. Il faut manger, mais le FS a besoin de donneurs, donc il faut aussi y penser. Ok, ça marche. Un grand merci. Merci de rien. Faites attention à vous en tout cas, hein. Prenez soin de vous. Et à vous aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.